La chambre d'hôpital était plongée dans un silence presque palpable, brisé seulement par les bips rythmés des moniteurs et le doux bourdonnement des équipements médicaux. Jeanne Dubois, une femme de 35 ans, gisait immobile sur le lit, ses longs cheveux bruns répartis sur l'oreiller blanc comme un halo d'ombre. Ses yeux restaient fermés, comme ils l'étaient depuis 6 mois, depuis le jour fatidique de l'accident. Aaron Dubois, son mari, était assis au bord du lit, tenant la main molle de Jeanne dans les siennes. Ses yeux fatigués et sa barbe mal rasée étaient les témoins muets des longues nuits qu'il passait là, à veiller sur le sommeil forcé de sa femme. « Jeanne, mon amour », murmura Aaron, la voix brisée par l'émotion. « S'il te plaît, reviens vers moi. Tu me manques tellement. » L'infirmière Marie entra tranquillement dans la pièce, vérifiant les signes vitaux de Jeanne avec une efficacité éprouvée. Elle lança à Aaron un regard compatissant. « Monsieur Dubois, vous devriez rentrer chez vous et vous reposer, » suggéra doucement Marie. « Cela fait 3 jours que tu es parti d'ici. » Aaron il secoua la tête, déterminé. « Je ne peux pas la quitter, Marie. » « Et si elle se réveille et que je ne suis pas là ?» Marie soupira mais n'insista pas. Elle connaissait déjà bien la routine de la famille Dubois. Aaron quittait rarement Jeanne, et lorsqu'il le faisait, il était rapidement remplacé par les parents de Jeanne, les Moreau, ou par sa sœur Élise. Dans l'après-midi, les parents de Jeanne arrivaient pour leur visite quotidienne. Madame Moreau embrassa le front de sa fille, les yeux brillants de larmes retenues. « Bonjour, ma chérie », murmura-t-elle. « Nous avons apporté vos fleurs préférées aujourd'hui. Les pivoines du jardin sont magnifiques cette année. » Monsieur Moreau a déposé un bouquet coloré dans le vase à côté du lit, le doux parfum des fleurs emplissant l'air stérile de la chambre d'hôpital. « Comment va-t-elle aujourd'hui ?» demanda Monsieur Moreau à Aaron, sa voix grave et pleine d'inquiétude. Aaron il haussa les épaules, épuisé. « Aucun changement. Les médecins disent que vos signes vitaux sont stables, mais... » Sa voix s'éteignit. Madame Moreau serra l'épaule d'Aaron pour le consoler. « Ne perds pas espoir, Aaron. Notre Jeanne est forte. Elle nous reviendra. » Les heures s'éternisaient, les visiteurs allaient et venaient. Élise arrivait en fin d'après-midi, portant des magazines et parlant avec enthousiasme des derniers potins du quartier, comme si Jeanne l'entendait. « Et tu ne le croiras pas, Jeanne, mais Madame Lefebvre a finalement décidé de peindre son hideuse clôture. Maintenant, elle est d'un bleu si vif qu'on peut la voir de l'autre côté de la rue. » Aaron il ne pouvait s'empêcher de sourire devant l'enthousiasme d'Élise. C'était réconfortant de voir à quel point tout le monde s'efforçait de garder Jeanne connectée au monde extérieur, même dans son état actuel. Le soir, quand tout le monde fut parti, Aaron resta. Il prit un livre sur la table de nuit, un roman que lui et Jeanne lisaient ensemble avant l'accident et commença à le lire à voix haute, comme il le faisait tous les soirs. Chapitre 15, commença-t-il, sa voix douce remplissant la pièce. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. C'est à ce moment-là, comme le lit Aaron, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un mouvement presque imperceptible des doigts de Jeanne. Si subtil qu'Aaron, absorbé par la lecture, ne le remarqua pas. Mais dans l'esprit de Jeanne, un changement sismique était en train de se produire. Lentement, comme si elle émergeait des profondeurs d'un océan sombre, la conscience de Jeanne commença à s'éveiller. Les sons commencèrent à filtrer à travers le brouillard de son esprit. Le bip des moniteurs, le bourdonnement de la climatisation et la voix. La voix familière d'Aaron, lui faisant la lecture. Jeanne avait du mal à ouvrir les yeux, à bouger, à parler, mais son corps ne répondait toujours pas aux ordres de son esprit nouvellement réveillé. La frustration et la confusion l'envahirent. Où était-elle? Que s'était-il passé? Pourquoi ne pouvait-il pas bouger? Des fragments de mémoire ont commencé à émerger. Une voiture. Lumière étincelante. Le bruit assourdissant du métal qui se tord. Et puis, l'obscurité. La voix d'Aaron s'arrêta brusquement. « Jeanne » appela-t-il, la voix tremblante d'espoir. « Avez-vous bougé? M'entendez-vous » Jeanne essayait de répondre, de crier, de faire n'importe quoi pour lui signaler que oui, elle l'entendait. Mais son corps restait immobile, trahissant l'agitation intérieure de son esprit désormais conscient. Aaron il appuya sur le bouton d'appel de l'infirmière, son cœur battant la chamade. « Marie »
Marie, viens vite. Je crois que Jeanne a déménagé. Marie se précipita dans la pièce et commença immédiatement à vérifier les signes vitaux de Jeanne. Vos signes sont un peu différents, a déclaré Marie, prudemment optimiste. J'appellerai le médecin immédiatement. Les minutes suivantes furent un tourbillon d'activité. Les médecins allaient et venaient, effectuant des tests et posant des questions à Aaron. Jeanne, enfermée dans son corps immobile, assimilait tout, peinant à comprendre sa situation. Finalement, la pièce redevint calme. Aaron, épuisé mais rempli d'un nouvel espoir, tenait la main de Jeanne. « Jeanne, mon amour, si tu m'entends, sache que je suis là. Je serai toujours là. Reviens vers moi quand tu seras prêt. » Dans son esprit, Jeanne a crié « Je suis là, Aaron. » J'essaie de te répondre. Mais extérieurement, seul le moindre tremblement de ses doigts signalait la tempête intérieure. Le coma de Jeanne était terminé, mais son retour à la pleine conscience ne faisait que commencer. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son réveil silencieux était sur le point de révéler des vérités qui allaient changer sa vie pour toujours. La chambre d'hôpital restait silencieuse, à l'exception du doux bruit de la respiration de Jeanne et des bips constants des moniteurs. Elle resta immobile, les yeux fermés, mais son esprit était alerte, traitant chaque son et chaque sensation autour d'elle. Il était tard dans l'après-midi lorsque la porte s'ouvrit. Jeanne entendit les pas familiers d'Aaron entrer dans la pièce, mais il y avait quelque chose de différent. Une seconde série de pas, plus légers et plus rapides, l'accompagna. « Sophie, tu ne devrais pas être là, » murmura Aaron, la voix tendue. Une voix féminine, inconnue de Jeanne, répondit « J'avais besoin de te voir, Aaron. Je ne supportais plus d'être absent. » Jeanne sentit son cœur s'emballer, mais elle lutta pour maintenir sa respiration régulière. Qui était cette femme? Pourquoi Aaron semblait-il si nerveux à propos de sa présence? « Je sais, ma chérie, » répondit Aaron, sa voix s'adoucissant. « Mais c'est risqué. Et si quelqu'un nous voyait? » « Personne ne nous verra, » a insisté Sophie. « En plus, elle est dans le coma. Ce n'est pas comme si elle pouvait nous entendre. » Jeanne avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. La cruelle réalité commença à se révéler, morceau par morceau. « Aaron, » continua Sophie d'une voix basse et séduisante, « combien de temps allons-nous continuer comme ça? Cela fait 6 mois. Les médecins ont dit que les chances qu'elle se réveille sont minces. » Il y a eu un long silence. Jeanne sentait la tension dans l'air, presque palpable. « Je sais, » répondit finalement Aaron, sa voix pleine de culpabilité. « Mais c'est ma femme, Sophie. Je ne peux pas l'abandonner. »« Mais peux-tu m'abandonner ?» rétorqua Sophie, la voix légèrement montante. « Aaron, nous nous aimons. Nous avons des projets. Une vie ensemble. Combien de temps allons-nous reporter nos rêves ?» Jeanne se débattait intérieurement. Chaque mot était comme un couteau dans son cœur. L'homme qu'elle aimait, l'homme qu'elle croyait l'aimer, la trahissait de la manière la plus cruelle possible. « Chut, baisse la voix », prévint Aaron. « Écoute, je sais que c'est dur. C'est dur pour moi aussi. Mais nous devons être patients. » « Les patients ?» Sophie laissa échapper un rire amer. « Aaron, as-tu une idée de combien d'argent est dépensé pour la maintenir en vie? De l'argent qui pourrait être le nôtre. » Jeanne avait la nausée. Il ne s'agissait pas seulement d'une trahison émotionnelle, mais aussi financière. Elle se souvenait vaguement du testament qu'elle et Aaron avaient fait il y a des années, se laissant tout en cas de décès. « Sophie, s'il te plaît, » supplia Aaron. « Ne parle pas comme ça. Jeanne mérite une chance. » « Une chance de quoi? Vivre comme un légume? C'est ce que tu veux pour elle? » argumenta Sophie. Parfois, la chose la plus miséricordieuse à faire est de lâcher prise. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jeanne pouvait entendre son propre cœur battre frénétiquement, priant pour que les moniteurs ne la trahissent pas. Je ne sais pas, dit finalement Aaron, la voix brisée. Je t'aime, Sophie. Mais ça, c'est trop compliqué. Je comprends, répondit Sophie, sa voix s'adoucissant. Mais réfléchis, mon amour. Pense à notre vie ensemble. La liberté que nous aurions. Jeanne entendit le bruit d'un baiser, suivi de pas qui s'éloignaient.
La porte s'ouvrit et se referma, puis la pièce redevint silencieuse, à l'exception de la respiration lourde d'Aaron. « Oh, Jeanne, murmura-t-il, et Jeanne sentit sa main toucher la sienne. « Pardonne-moi. » À ce moment-là, Jeanne aurait souhaité pouvoir crier, pleurer, lui faire face. Mais son corps restait immobile, trahissant l'agitation qui l'habitait. Elle était piégée dans son propre corps, obligée d'écouter la trahison de son mari sans pouvoir rien y faire. Les heures suivantes se passèrent dans le flou pour Jeanne. Son esprit rejouait la conversation qu'il avait entendue, analysant chaque mot, chaque inflexion. Comment Aaron a-t-il pu lui faire ça? Comment pouvait-il planifier une vie avec une autre femme alors qu'elle luttait pour survivre? À la tombée de la nuit, Jeanne prend une décision. Elle ne pouvait pas révéler qu'elle était consciente, pas encore. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. Si Aaron et cette personne de Sophie complotaient contre elle, elle devrait les déjouer. Avec une détermination qu'elle ne soupçonnait pas posséder, Jeanne décida de continuer à faire semblant d'être dans le coma. C'était sa seule chance d'en savoir plus sur les projets d'Aaron et Sophie, et peut-être de trouver un moyen de se protéger. La nuit avançait et Jeanne restait éveillée, son corps immobile masquant la tempête d'émotions et de pensées dans son esprit. Le choc initial de la révélation commençait à céder la place à une froide résolution. Elle avait survécu à un terrible accident, elle survivrait aussi à cette trahison. Les jours qui suivirent furent un supplice pour Jeanne. Elle restait immobile, faisant semblant d'être dans le coma, tandis que son esprit travaillait sans cesse. Aaron continuait sa routine quotidienne de visite, lui lisant et parlant de banalités, comme si rien n'avait changé. Mais pour Jeanne, tout avait changé. C'est par un après-midi pluvieux, environ une semaine après que Jeanne eut repris conscience, qu'Aaron revint accompagné dans la chambre. Jeanne reconnut aussitôt les pas légers de Sophie. « Es-tu sûre qu'il n'y a personne autour ?» murmura Sophie. « Oui, répondit Aaron. L'infirmière vient de partir. Nous avons quelques minutes. » Jeanne se concentra, essayant de capter chaque mot de la conversation qui allait avoir lieu. « Aaron, on ne peut pas continuer comme ça, » commença Sophie d'une voix urgente. « Chaque jour qui passe est un autre jour de notre vie gâchée. » Aaron soupira lourdement. « Je sais, ma chérie. Mais que proposes-tu que nous fassions ?» Il y eut une pause tendue avant que Sophie ne réponde. « Nous devons accélérer les choses. Les médecins ont déjà dit que les chances qu'elle se réveille sont minces. Pourquoi continuer à prolonger cela ?» Jeanne sentit un frisson parcourir son corps. Elle avait du mal à maintenir sa respiration régulière, craignant que le moniteur cardiaque ne la trahisse. « Qu'est-ce que tu suggères exactement, Sophie ?» demanda Aaron, d'une voix prudente. « Les appareils, Aaron, répondit Sophie, presque dans un murmure. Si nous désactivons le système de réanimation, cela sera considéré comme une mort naturelle. Personne ne le remettra en question. » Le silence qui suivit parut durer une éternité. Jeanne avait envie de crier, de supplier pour qu'on lui laisse la vie, mais elle restait prisonnière de son corps immobile. « Je ne sais pas si je peux faire ça, répondit finalement Aaron, la voix tremblante. « Pensez Y, mon amour, insista Sophie. Avec la fortune de Jeanne, nous pourrions commencer une nouvelle vie ensemble. Voyager à travers le monde, acheter cette maison sur la Riviera dont nous avons toujours rêvé. Tout cela pourrait être à nous. » Jeanne avait la nausée. L'idée que sa propre fortune, fruit d'années de dur labeur, servirait à financer la nouvelle vie de son mari infidèle et de sa maîtresse était révoltante. « Mais comment pourrions-nous faire ça ?» demanda Aaron, la voix basse. « Nous ne pouvons pas simplement entrer et éteindre les appareils. »« Non, mais on peut convaincre les médecins, » explique Sophie. « Dites que vous avez finalement accepté qu'il est temps de la laisser partir. Que prolonger cela est cruel. Ils vous écouteront, Aaron. Vous êtes le mari dévoué qui a passé des mois à ses côtés. » Jeanne pouvait sentir l'hésitation d'Aaron, mais elle pouvait aussi dire qu'il réfléchissait à l'idée. L'homme qu'elle aimait, qui avait juré de la protéger dans la maladie et la santé, envisageait de lui suicider. Et si elle se réveillait ? demanda Aaron, une trace de culpabilité dans la voix. Sophie rit doucement. Aaron, chérie, elle ne va pas se réveiller. Cela fait 6 mois. Si ça devait arriver, cela serait déjà arrivé.
Il y eut un autre long silence. Jeanne pouvait pratiquement entendre les engrenages tourner dans l'esprit d'Aaron, pesant ses options. D'accord, dit finalement Aaron, sa voix ferme. Faisons-le. Mais nous devons être prudents. Rien ne peut paraître suspect. Bien sûr, mon amour, répondit Sophie, la satisfaction évidente dans sa voix. Laissez-moi faire. Je vais tout rechercher et tout planifier. Bientôt, nous serons libres de commencer notre nouvelle vie ensemble. Jeanne entendit le bruit d'un baiser, suivi des pas de Sophie qui s'éloignait. La porte s'ouvrit et se referma, laissant Aaron seul dans la pièce. « Pardonne-moi, Jeanne, murmura Aaron, la voix brisée. J'espère que où que vous soyez, vous pourrez me pardonner un jour. » Jeanne sentit une larme couler du coin de son œil. Heureusement, Aaron ne l'a pas remarqué et a quitté la pièce peu de temps après. Seule, Jeanne s'est finalement laissée envahir par la panique. Son propre mari envisageait de la tuer. La personne en qui elle avait le plus confiance au monde était devenue son plus grand ennemi. Elle savait qu'elle devait agir, et vite. Mais comment ? Piégée dans un corps qui refusait d'obéir, comment pourrait-elle se sauver ? À la tombée de la nuit, Jeanne commença à élaborer un plan. Elle ne savait pas combien de temps il lui restait avant qu'Aaron et Sophie mettent leur sinistre plan à exécution, mais elle était déterminée à survivre. D'une manière ou d'une autre, elle trouverait un moyen de communiquer, d'exposer la vérité. La bataille pour sa vie avait commencé et Jeanne était déterminée à gagner. La nuit qui suivit la révélation du sinistre plan d'Aaron et Sophie fut la plus longue de la vie de Jeanne. Son corps restait immobile sur le lit d'hôpital, mais son esprit était dans un tourbillon d'émotions et de pensées. Colère, peur, trahison et détermination mélangées dans un cocktail toxique qui menaçait de la consumer. Mais Jeanne savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de succomber à la panique. Sa vie dépendait littéralement de sa capacité à penser clairement et à agir avec prudence. Alors que les premiers rayons du soleil commençaient à pénétrer à travers les fentes du rideau de l'hôpital, Jeanne avait pris sa décision. Elle n'a pas révélé qu'elle était réveillée. Pas encore. Il avait besoin de temps pour réfléchir, planifier, trouver un moyen de se protéger. La journée se passa comme une lente torture. Aaron s'est présenté à sa visite habituelle, apportant des fleurs fraîches et parlant de banalités comme si rien n'avait changé. Chacun de ces mots sonnait désormais faux aux oreilles de Jeanne, chaque geste d'affection n'était qu'un masque pour ses véritables intentions. « Ah, Jeanne, soupira Aaron en lui tenant la main. Si seulement vous pouviez voir à quel point les pivoines du jardin sont belles cette année. Vous souvenez-vous à quel point vous aimiez en prendre soin ? » Jeanne combattit l'envie de retirer sa main. Comment ose-t-il parler de leurs souvenirs communs tout en planifiant sa mort ? Tout au long de la journée, plusieurs infirmières allaient et venaient, vérifiant ses signes vitaux et ajustant ses médicaments. Jeanne les observait attentivement, essayant d'identifier quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. C'est pendant le quart de nuit que Jeanne a remarqué quelque chose. L'infirmière Marie, une femme d'âge moyen aux yeux gentils, lui parlait toujours comme si Jeanne pouvait l'entendre. « Bonsoir, Madame Dubois, dit doucement Marie en vérifiant les moniteurs. J'espère que tu fais de beaux rêves. Peut-être qu'un de ces jours tu te réveilleras et nous en parleras, hein ?» À ce moment-là, Jeanne a eu une idée. S'il pouvait communiquer d'une manière ou d'une autre avec Marie, il aurait peut-être une chance. Mais comment ? Son corps refusait toujours d'obéir à la plupart de ses ordres. Jeanne passa les heures suivantes à essayer désespérément de bouger n'importe quelle partie de son corps. Il concentra toute son énergie et sa concentration sur ses doigts, essayant de répéter le petit mouvement qu'il avait fait quelques jours auparavant. Finalement, après ce qui semblait être des heures d'effort, Jeanne le sentit. Un léger tremblement à l'index droit. C'était minuscule, à peine perceptible, mais c'était là. Avec une détermination renouvelée, Jeanne a continué à pratiquer. Jour après jour, nuit après nuit, elle concentrait toute son énergie sur ce seul doigt. Petit à petit, le mouvement est devenu plus fort, plus contrôlable. Pendant ce temps, elle écoutait. Chaque conversation, chaque murmure entre Aaron et Sophie alors qu'ils se croyaient seuls. Elle mémorisait chaque détail de son plan, chaque mention de date ou d'actes médicaux. « J'ai parlé au docteur Lambert aujourd'hui », a déclaré Aaron à Sophie lors d'une de ses visites clandestines. «
Il a dit que nous pourrions discuter des options de fin de vie la semaine prochaine. Parfait, répondit Sophie, contenant à peine son excitation. Tout avance, mon amour. Bientôt, nous serons libres. Chacun de leurs mots alimentait la détermination de Jeanne. Elle savait qu'elle était engagée dans une course contre la montre. Il devait trouver un moyen de communiquer avant qu'il ne soit trop tard. C'est une nuit, presque 2 semaines après avoir repris connaissance, que Jeanne reprit enfin conscience. Marie faisait sa tournée nocturne, vérifiant les signes vitaux de Jeanne comme à son habitude. « Bonsoir, Madame Dubois, dit doucement Marie. J'espère que tu es à l'aise. » Rassemblant toute sa force et sa concentration, Jeanne bougea son index. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un mouvement clair et intentionnel. Marie se figea, ses yeux écarquillés fixés sur la main de Jeanne. « Madame Dubois, murmura-t-elle avec incrédulité. Pouvez-vous m'entendre » Jeanne bougea encore son doigt. Oui. Oui, elle pouvait l'entendre. Oh, mon Dieu, halta Marie, les larmes commençant à se former dans ses yeux. Tu es là. Tu es vraiment là. À ce moment, une étincelle d'espoir s'éclaira dans la poitrine de Jeanne. Elle l'avait fait. Il avait trouvé un moyen de communiquer. Maintenant, avec l'aide de Marie, elle avait peut-être une chance de survivre et de démasquer Aaron et Sophie. La bataille était loin d'être terminée, mais Jeanne avait fait le premier pas crucial vers son salut. Le cœur de Marie battait à tout rompre en observant le mouvement subtil mais indéniable du doigt de Jeanne. L'infirmière expérimentée savait qu'elle devait agir avec prudence et discrétion. « Madame Dubois » murmura Marie en se penchant près de l'oreille de Jeanne. « Si vous pouvez me comprendre, bougez votre doigt 1 fois pour oui, 2 fois pour non. » Un mouvement. « Oui. » Marie déglutit difficilement, luttant pour garder son calme. « Es-tu conscient depuis un moment ?» Un mouvement. « Oui. » Est-ce que, as-tu entendu des choses que tu n'aurais pas dû entendre ? Encore un mouvement. Le cœur de Marie se serra. « Madame Dubois, Jeanne, » murmura Marie d'une voix légèrement tremblante. « Es-tu en danger ?» La pause avant de répondre semblait durer une éternité. Puis, lentement, délibérément, le doigt de Jeanne bougea 1 fois. « Oui. » Marie ferma les yeux un instant, prenant de grandes respirations pour se calmer. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait une détermination de fer dans son regard. « Je vais t'aider, promit-elle. Mais nous devons être extrêmement prudents. Personne ne peut soupçonner que vous êtes conscient. Pas même les autres infirmières ou les médecins. Comprenez-vous ? » Un mouvement. « Oui. » Dans les jours qui suivent, Marie et Jeanne développent un système de communication élaboré. En utilisant des mouvements de doigts et des clignements des yeux, Jeanne a réussi à transmettre à Marie le terrible plan d'Aaron et Sophie. Marie a été horrifiée par la révélation, mais est restée calme et concentrée. Elle savait qu'ils avaient besoin d'un plan, et vite. « Il nous faut des preuves », murmura Marie à Jeanne lors d'une de leurs conversations nocturnes. « Ta parole contre la sienne ne suffira pas, surtout compte tenu de ton état. » Jeanne cligna des yeux 1 fois en signe d'accord. Elle savait que Marie avait raison. Il devait attraper Aaron et Sophie en flagrant délit. C'est Marie qui a eu l'idée de la flûte à bec. Lors de sa pause suivante, elle a acheté un petit appareil d'enregistrement facile à cacher. « Je vais le mettre sous ton oreiller », expliqua Marie à Jeanne. « Chaque fois qu'Aaron ou Sophie entrent dans la pièce, je l'active à distance. De cette façon, nous capturerons toute leur conversation. » Le plan était risqué, mais c'était la meilleure chance qu'ils avaient. Jeanne accepta, ressentant un mélange de peur et de détermination. Les jours ont passé et le petit enregistreur a enregistré plusieurs conversations incriminantes entre Aaron et Sophie. Ils discutèrent ouvertement de la possibilité de désactiver le système de survie de Jeanne, de la façon dont ils partageraient son héritage et des projets pour leur nouvelle vie commune. Chaque enregistrement faisait un peu plus briser le cœur de Jeanne, mais renforçait également sa détermination. Elle survivrait à ça. Elle les verrait payer pour leur trahison. Pendant ce temps, Marie aide Jeanne à reprendre des forces en secret. Des exercices subtils pour renforcer vos muscles, des techniques de respiration pour améliorer votre endurance. Lentement,
de jour en jour, Jeanne sentit son corps commencer à réagir. « On y est presque », murmura un soir Marie, après avoir vérifié les derniers enregistrements. « Nous avons suffisamment de preuves pour les incriminer. Maintenant, nous devons planifier le moment idéal pour tout révéler. » Jeanne cligna des yeux une fois en signe d'accord. Elle savait que le moment de la révélation serait crucial. Il fallait que ce soit dramatique, irréfutable et de préférence devant témoins. C'est Aaron qui, par inadvertance, a fourni l'opportunité parfaite. Lors d'une de ses visites avec Sophie, il a évoqué une rencontre prévue avec le docteur Lambert pour discuter des « options de fin de vie ». « C'est notre chance », murmura ensuite Marie à Jeanne. « Nous pouvons profiter de cette réunion pour tout expliquer. » Le projet était audacieux. Marie convaincrait le docteur Lambert de lui permettre d'être présente à la réunion, invoquant son inquiétude pour le bien-être émotionnel d'Aaron. Pendant ce temps, elle activait l'enregistreur, capturant tout. Au moment critique, alors qu'Aaron était sur le point de donner sa permission d'éteindre les appareils, Jeanne ouvrait les yeux. Marie diffuserait les enregistrements incriminés et la vérité éclaterait indéniablement. C'était risqué, mais c'était la meilleure chance pour Jeanne. Dans les jours qui ont précédé la réunion, elle a concentré toute son énergie sur la préparation. Pratiquez des mouvements subtils, renforcez votre voix, répétez mentalement chaque détail du plan. À l'approche du jour fatidique, Jeanne ressentait un mélange de peur et de détermination. Ce serait sa seule chance de se sauver et d'obtenir justice. Elle ne pouvait pas échouer. Le jour de la rencontre arriva, apportant avec lui une tension palpable. La chambre d'hôpital de Jeanne, habituellement un lieu de silence et de monotonie, était sur le point de devenir le théâtre d'une révélation choquante. Le docteur Lambert entra le premier, suivi d'Aaron, à la surprise générale, de Sophie. Marie, comme prévu, était déjà dans la pièce, réglant apparemment les moniteurs de Jeanne. « Monsieur Dubois, » commença le docteur Lambert d'un ton solennel, « je comprends que vous souhaitiez discuter des options pour l'avenir de votre femme. » Aaron y hocha la tête, son expression étant un masque de tristesse. « Oui, docteur. Je crois que le moment est venu de réfléchir à ce qui est le mieux pour Jeanne. » Sophie, debout légèrement derrière Aaron, gardait une expression neutre, mais ses yeux brillaient d'une anticipation à peine dissimulée. Marie activa discrètement l'enregistreur caché sous l'oreiller de Jeanne. « Eh bien, » a poursuivi le docteur Lambert, « avant de prendre une décision, nous devons discuter de toutes les implications. La désactivation du système de survie est une étape irréversible. » Aaron il déglutit difficilement, jetant un rapide coup d'œil à Sophie avant de répondre. « Je comprends, docteur. Mais je crois que prolonger cela est cruel. Jeanne ne voudrait pas vivre comme ça. » C'est à ce moment-là que Jeanne décide qu'il est temps. Rassemblant toute la force qu'elle avait accumulée au cours des dernières semaines, elle ouvrit lentement les yeux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers Jeanne, des expressions de choc et d'incrédulité inscrites sur tous les visages. « Jeanne ?» Aaron bégaya, son visage pâle comme du papier. Le docteur Lambert s'est immédiatement approché du lit, vérifiant d'urgence les signes vitaux de Jeanne. « C'est extraordinaire », murmura-t-il. Marie, gardant son sang-froid, s'approcha de Jeanne. « Madame Dubois, nous entendez-vous? Pouvez-vous parler ?» Jeanne, au prix d'un immense effort, réussit à murmurer « oui ». La pièce explosa dans le chaos. Le docteur Lambert a commencé à crier des ordres aux infirmières, Aaron avait l'air sur le point de s'évanouir, et Sophie. Sophie essayait de se faufiler discrètement hors de la pièce. « Attends », réussit Jeanne, sa voix rauque à cause de la désuétude. « J'ai quelque chose à dire. » Marie, sentant le signal, prit l'enregistreur. « Je pense que tout le monde a besoin d'entendre ça », a-t-elle déclaré d'une voix ferme. Les enregistrements ont commencé à jouer. Les voix d'Aaron et de Sophie remplissaient la pièce, discutant froidement de la désactivation du système de survie de Jeanne, du partage de son héritage, de leur nouvelle vie ensemble. Le visage d'Aaron est passé du blanc au rouge, puis au vert. Sophie se figea sur le seuil, incapable de s'échapper. Le docteur Lambert écoutait avec une expression d'horreur croissante. À la fin des enregistrements, le silence qui a suivi était lourd, rempli de choc et de culpabilité.
Comment as-tu pu, réussi à dire Jeanne, les larmes coulant sur son visage. Je t'aimais, Aaron. Aaron il tomba à genoux près du lit en sanglotant. Jeanne, je ne sais pas quoi dire. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais Jeanne ne voulait pas pardonner. Avec une force qui surprit tout le monde, y compris elle-même, elle dit, partez. Vous tous. Sauf le docteur Lambert et Marie. Sophie n'avait pas besoin d'un autre avertissement. Elle sortit en courant de la pièce. Aaron, toujours en sanglots, a été pratiquement traîné dehors par l'une des infirmières arrivées en entendant le vacarme. Le docteur Lambert, toujours visiblement choqué, se tourna vers Jeanne. Madame Dubois, je n'ai pas de mots pour exprimer mon horreur et mes excuses. Nous engagerons toutes les poursuites judiciaires nécessaires, je le promets. Jeanne hocha la tête avec lassitude. L'effort de la confrontation l'avait épuisée, mais elle se sentait libre. Le cauchemar était enfin terminé. Marie tenait la main de Jeanne, souriant à travers ses larmes. Tu l'as fait, Jeanne. Tu les as battus. Alors que la salle se remplissait de médecins et d'infirmières, tous impatients d'examiner le miracle du réveil de Jeanne, elle ferma les yeux un instant. Leur bataille silencieuse était terminée, mais un nouveau voyage ne faisait que commencer. Un voyage de rétablissement, de guérison et peut-être, éventuellement, de pardon. Mais pour l'instant, Jeanne était simplement reconnaissante d'être en vie, d'avoir gagné contre toute attente. Et cela, décida-t-elle, était plus que suffisant pour le moment. Dans les heures qui ont suivi cette révélation dramatique, l'hôpital est devenu un tourbillon d'activités. La police est arrivée rapidement, alertée par le docteur Lambert de la tentative de meurtre. Aaron et Sophie ont été arrêtés pour interrogatoire, le visage pâle et vaincu alors qu'ils étaient escortés hors de l'hôpital. Jeanne, épuisée mais déterminée, a fait sa déposition aux enquêteurs. Les enregistrements ont été versés en preuve, ainsi que le témoignage de Marie sur les événements des dernières semaines. L'infirmière, désormais considérée comme un héros, est restée aux côtés de Jeanne tout au long du processus. « Tu m'as sauvé la vie », dit Jeanne à Marie, d'une voix encore faible mais pleine de gratitude. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Marie sourit en serrant doucement la main de Jeanne. « C'est toi la véritable héroïne ici, Jeanne. Ta force et ton courage sont une source d'inspiration. » Alors que Jeanne se concentrait sur sa guérison physique, l'affaire a rapidement retenu l'attention des médias. L'histoire de l'épouse dans le coma qui a démasqué le complot de son mari infidèle a captivé l'imagination du public. Les journalistes se pressaient devant l'hôpital, avides d'informations. Le procureur en charge du dossier, M. Dubois, aucun lien avec Aaron, a rendu visite à Jeanne quelques jours après l'incident. « Madame Dubois, dit-il d'un air sérieux, je veux que vous sachiez que nous traitons cette affaire avec le plus grand sérieux. Les preuves contre votre mari et mademoiselle Sophie sont substantielles. » Jeanne hocha la tête, un mélange d'émotions sur son visage. « Et que va-t-il leur arriver ? Ils seront accusés de tentative de meurtre, de fraude et de complot, a expliqué le procureur. Compte tenu de la nature préméditée de leurs actes et des preuves évidentes, il est très probable qu'ils soient tous deux condamnés à de lourdes peines de prison. La nouvelle a apporté à Jeanne un sentiment doux amer de justice. Bien que soulagée qu'Aaron et Sophie soient confrontés aux conséquences de leurs actes, une partie d'elle pleurait toujours la perte de l'homme qu'elle pensait connaître et aimer. Au cours des semaines suivantes, Jeanne a fait des progrès remarquables dans son rétablissement. Des physiothérapeutes l'ont aidée à retrouver des forces dans ses muscles atrophiés, tandis qu'un thérapeute l'a aidée à gérer le traumatisme émotionnel qu'elle avait subi. Le procès d'Aaron et Sophie a eu lieu 3 mois après l'incident à l'hôpital. Jeanne, désormais capable de s'asseoir dans un fauteuil roulant, a comparu devant le tribunal pour témoigner. Sa présence a fait sensation et son témoignage émouvant a laissé de nombreuses personnes présentes dans la salle les larmes aux yeux. Aaron, confronté à des preuves irréfutables, a plaidé coupable de toutes les accusations. Sophie a d'abord tenté de plaider son innocence, mais a rapidement changé de déclaration lorsqu'elle a été confrontée aux enregistrements. Le juge, visiblement touché par l'affaire, a prononcé de lourdes peines, 20 ans de prison pour Aaron et 15 pour Sophie, en plus de la restitution intégrale des biens de Jeanne qu'ils avaient prévu de voler. À la sortie de la salle d'audience après le verdict, Jeanne a été accueillie par une foule de partisans.
Beaucoup ont été touchés par son histoire de survie et de résilience. « Comment vous sentez-vous, Madame Dubois ?» a demandé un journaliste. Jeanne s'arrêta un instant avant de répondre, reconnaissante. Reconnaissante d'être en vie, reconnaissante que justice ait été rendue et reconnaissante envers toutes les personnes merveilleuses qui m'ont soutenue dans ce voyage. Dans les mois qui ont suivi, Jeanne est devenue la porte-parole des survivants d'abus et de trahison. Elle a utilisé son expérience pour aider les autres à trouver de la force dans des situations difficiles. Un an après son réveil, Jeanne publie un livre relatant son expérience. Revealing Silence est rapidement devenu un best-seller, inspirant des millions de personnes avec son message de résilience et d'espoir. Dans une interview à propos du livre, Jeanne a déclaré « Ce qu'Aaron et Sophie ont fait était terrible, mais je refuse de laisser cela définir ma vie. Chaque jour est un cadeau, une opportunité de grandir, d'aimer, de vivre pleinement. J'ai l'intention de le faire. » Ainsi, ce qui avait commencé comme une tragédie s'est transformé en une histoire de triomphe de l'esprit humain. Jeanne a non seulement survécu, mais elle s'est épanouie, prouvant que même dans les circonstances les plus sombres, la lumière de l'espoir et de la justice peut prévaloir.